Récit de Walton, suite. Le 26 août 1700... Vous venez de lire cette étrange et terrifiante histoire, Margaret. Est-ce que vous ne sentez pas votre sang se glacer d'horreur? Parfois, saisi de douleur, Frankenstein était incapable de continuer son récit. À d'autres moments, sa voix déjà hésitante se brisait et ce n'était qu'avec peine qu'il prononçait ces paroles chargées d'angoisse. Ses beaux yeux brillaient tantôt d'indignation, tantôt ils exprimaient la tristesse et la plus profonde amertume. Mais il lui arrivait aussi de maîtriser son propos et de relater les événements les plus horribles d'une voix tranquille, sans le moindre signe d'énervement. Puis, comme un volcan qui entre en éruption, son visage changeait tout à coup d'expression et, avec une fureur sauvage, il lançait des imprécations à son adversaire. Son histoire est logique et, selon toute apparence, elle dit la vérité. Mais je vous avoue que les lettres de Félix et de sa fille qui m'ont été montrées et l'apparition du monstre à proximité de notre navire m'ont beaucoup plus convaincu que les protestations du malheureux, aussi énergiques et cohérentes qu'elles fussent. Assurément, ce monstre existe. Je n'en doute pas et je reste même confondu de surprise et d'admiration. À plusieurs reprises, j'ai cherché à savoir comment Frankenstein avait précisément créé le monstre, mais sur ce point, il a été impénétrable. « Êtes-vous fou, mon ami ?» me dit-il. « À quoi vous pousse donc votre déraisonnable curiosité? Voudriez-vous également créer un être qui serait votre ennemi le plus démoniaque sur la Terre? Laissez cela. Tirez une leçon de mes malheurs et faites en sorte de ne pas en attirer sur vous. » Frankenstein s'était rendu compte que tout en suivant son histoire, je prenais des notes. Il me demanda de les lui montrer, il corrigea et développa lui-même de nombreux passages, surtout pour donner plus de vie et d'esprit aux conversations qu'il avait eues avec le monstre. « Puisque vous avez consigné mon histoire, dit-il, je ne voudrais pas qu'elle passe à la postérité sous une forme mutilée de façon incomplète. » Pendant une semaine, j'écoutais ainsi le récit le plus étrange jamais conçu. L'intérêt que je portais à mon hôte, dont les manières étaient toujours nobles et affables, influença beaucoup mes pensées et mes sentiments. J'aimerais l'aider, mais puis-je donner le conseil de vivre à un homme aussi misérable, aussi privé de toute consolation? Oh non. La seule joie qu'il pourra connaître encore, c'est celle que lui procurera la paix au moment de mourir. Pour l'heure, dans la solitude et le délire, qu'il trouve un peu de soulagement. Lorsqu'il rêve, il croit parler avec ses amis et par ce biais, il se console de ses malheurs ou se convainc qu'il doit assouvir sa vengeance. Pour lui, ce ne sont pas des fantasmes. Il est persuadé que les siens, venus d'un autre monde, se mettent à converser avec lui. Et cette conviction confère à ces singeries une telle solennité que non seulement elles impressionnent, mais qu'en outre, elles semblent vraies. Nos discussions n'ont pas toujours trait au récit de ses malheurs. Dans le domaine littéraire, ses connaissances sont vastes, et il a l'esprit vif et lucide. Son éloquence est aussi persuasive que touchante. Quand il rapporte un événement pathétique, ou qu'il cherche à susciter la pitié ou la tendresse, je ne peux pas l'écouter sans avoir les larmes aux yeux. Quelle généreuse créature devait-elle être autrefois pour rester dans l'adversité aussi noble, aussi admirable? Au demeurant, il a l'air d'être conscient de sa valeur et de l'étendue de sa déchéance. Quand j'étais plus jeune, me dit-il, je me croyais destiné à entreprendre de grandes tâches. J'avais beaucoup de sensibilité, mais je possédais aussi une froideur de jugement qui m'eût servi pour d'illustres travaux. Ce sentiment de ma valeur personnelle m'a soutenu dans des circonstances où d'autres se seraient laissés abattre, car je trouve qu'il est criminel de gaspiller en chagrin des talents qui peuvent être utiles à ses semblables. Quand je songeais à l'œuvre que j'avais accomplie, rien moins que la création d'un animal sensible et doué de raison, je ne pouvais pas me comparer à de vulgaires inventeurs. Mais cette idée qui m'a exalté au commencement de ma carrière ne me sert aujourd'hui qu'à me plonger dans l'avilissement. Toutes mes spéculations,
tous mes espoirs ne sont plus rien, et comme l'archange qui aspirait à la toute-puissance, je suis dans un enfer éternel. Mon imagination était vive, mes facultés d'analyse et d'application étaient intenses. Et c'est par l'union de toutes ces qualités que m'est venue l'idée de créer un être humain et de mettre mon projet à exécution. Même maintenant, je ne peux pas évoquer sans enthousiasme mes idéaux alors que mon œuvre n'était que balbutiante. Avec mes projets, je traversais les cieux, tantôt exalté par ma puissance, tantôt secoué en songeant à ce qui en résulterait. Depuis mon enfance, j'ai été nourri par de grands espoirs et par de magnifiques ambitions. Mais comme je suis tombé bas. Oh mon ami, si vous m'aviez connu alors, vous ne me reconnaîtriez plus aujourd'hui dans ma déchéance. Rarement, j'étais la proie du doute. Mon destin me conduisait au plus haut jusqu'au jour où je suis tombée pour ne plus jamais, jamais relever la tête. Dois-je donc perdre cet être admirable ? J'ai longtemps cherché un ami, une personne avec laquelle je pourrais sympathiser et que j'aimerais. Et voilà que je la trouve sur ces mers désertes. Mais j'ai bien peur de ne l'avoir rencontrée que pour la perdre tout aussitôt. J'ai voulu réconcilier Frankenstein avec la vie, mais il en repousse l'idée. Je vous remercie, Welton, me dit-il, pour vos aimables intentions à l'égard d'un être aussi misérable que moi. Mais quand vous me parlez de nouveaux liens et de nouvelles affections, croyez-vous qu'il pourrait remplacer ce que j'ai perdu ? Quel homme pourrait tenir près de moi la place de Clerval ? Quelle femme celle d'Élisabeth ? Même quand cet attachement n'est pas parfait, les compagnons de notre enfance exercent sur nous un pouvoir auquel ne peuvent prétendre les amis qu'on se fait par la suite. Ils connaissent nos penchants juvéniles qui, même s'ils se modifient plus tard, ne se volatilisent vraiment jamais. Ils peuvent juger nos actes avec plus de discernement car ils en savent les raisons. Un frère ou une sœur ne peut pas suspecter l'autre de tromperie ou de duplicité, à moins que ces symptômes-là n'apparaissent très tôt. En revanche, un ami, quelle que soit la force de l'attachement qu'on lui porte, peut, à son corps défendant, être l'objet d'une suspicion. Pourtant, mes amis à moi m'étaient chers, non pas par l'effet de l'habitude ou de la proximité, mais parce qu'ils avaient leurs qualités propres. Où que je me trouve, j'entends la douce voix d'Élisabeth, les paroles que Clerval me glisse à l'oreille. Ils sont morts, et c'est du fond de ma solitude que je dois me persuader de préserver encore ma vie. Si j'étais engagée dans une tâche qui serait considérablement utile à l'humanité, je vivrais pour la mener à bien, mais mon destin n'est plus là. Je dois poursuivre et détruire le monstre que j'ai créé. Ce n'est qu'alors que j'aurai rempli mon rôle sur la terre et que je pourrai mourir. Le 2 septembre. Ma sœur bien-aimée, je t'écris alors que le danger me guette, sans savoir si je reverrai encore l'Angleterre et tous mes amis qui y demeurent. Je suis entourée de montagnes de glace qui ne permettent aucune issue et menacent à tout instant notre navire. Les braves garçons que j'ai persuadés de me suivre attendent que je les aide, mais je n'ai rien à leur donner. Il y a quelque chose de terriblement désastreux dans notre situation, mais ni le courage ni l'espoir ne me manquent. C'est affreux de penser que la vie de ces gens dépend de moi. Si nous devons périr, ce sera à cause de mes projets insensés. Mais vous, Margaret, quel sera alors votre état d'âme ? Vous n'allez pas entendre parler de ma disparition et vous attendrez avec anxiété mon retour. Les années se passeront, le désespoir vous aura miné et pourtant vous garderez au fond de vous-même un peu de confiance. Oh, ma sœur bien-aimée,
La perspective d'un tel chagrin me paraît plus cruelle que ma propre mort. Mais vous avez un mari et de charmants enfants, vous pouvez être heureuse. Que les cieux vous bénissent, vous et les vôtres. Mon malheureux hôte me considère avec la plus tendre compassion. Il essaie de me redonner espoir et me parle comme si la vie était un bien qu'il estime encore. Il me rappelle que tels accidents ne sont pas rares dans ces régions et que des navigateurs y ont échappé. Et malgré moi, ces promesses m'encouragent. Chacun des marins suit le charme de son éloquence. Lorsqu'il prend la parole, on ne désespère plus longtemps et nos forces nous reviennent au point que les immenses montagnes de glace qui nous encerclent semblent à nos yeux des taupinières qui ne pourraient pas résister devant le bon vouloir des hommes. Mais ces impressions-là sont passagères. Chaque jour de désillusion augmente la frayeur des marins et je crains presque une mutinerie provoquée par leur désespoir. Le 5 septembre. Il vient de se produire une scène qui sort du commun, et bien qu'il soit peu probable que ces papiers vous parviennent jamais, je ne peux pas m'empêcher de vous la rapporter. Nous sommes toujours entourés par des montagnes de glace, et le danger d'être écrasés sous leur pression est toujours aussi grand. Il fait un froid excessif. Dans ce pays désolé, plusieurs de mes compagnons ont déjà trouvé la mort. La santé de Frankenstein décline de jour en jour. La fièvre brille dans ses yeux. Il est épuisé. Après le moindre effort fourni, il retombe immédiatement dans l'apathie la plus complète. J'ai mentionné dans ma dernière lettre que je craignais une mutinerie. Ce matin, comme je fixais le visage blême de mon ami, ses yeux à moitié clos, ses membres inertes, j'ai été surpris par une demi-douzaine de marins qui demandaient à être reçus dans ma cabine. Ils entrèrent et leur leader prit la parole. Il me dit que ses compagnons et lui-même avaient été choisis par l'équipage afin de m'adresser une requête qu'en toute justice je ne pouvais pas refuser. Nous étions encerclés par la glace et nous étions sans doute dans l'impossibilité de jamais nous en dégager. Pourtant, si la glace se brisait quand même et nous offrait ainsi un passage, l'équipe croyait que j'aurais l'audace de poursuivre mon voyage et que j'exposerais tout le monde à de nouveaux périls. Aussi insistait-il pour que je prenne l'engagement formel de me mettre aussitôt au cap vers le sud, au cas où le navire ne serait plus bloqué. Ce discours me troubla. Je n'étais pas encore au fond du désespoir et je n'avais pas encore eu l'idée de rebrousser chemin si la mer devenait libre. Mais avais-je le droit en toute équité de rejeter cette demande ? J'hésitais à répondre lorsque Frankenstein, qui était d'abord resté silencieux, et qui du reste semblait trop faible pour entendre quoi que ce fût, se redressa tout à coup. Ses yeux étincelaient, ses traits exprimaient une vague vitalité, il se tourna vers les hommes. « Et à quoi pensez-vous » dit-il. « Qu'est-ce que vous exigez de votre capitaine ? Allez-vous si facilement vous détourner de votre but ? N'avez-vous pas dit que cette expédition était glorieuse ? Et pourquoi l'est-elle d'ailleurs ? Non pas parce que ce périple était commode et serein comme dans les mers du Sud, mais parce qu'il comporte plein de dangers et d'effrois, parce que devant chaque nouvel obstacle, il vous a fallu faire appel à votre courage, à votre ténacité, parce que le péril et la mort vous environnent, parce que vous aviez une mission à accomplir. Voilà pour quelle raison elle est glorieuse, voilà pour quelle raison cette entreprise est honorable. Vous étiez promus à devenir les bienfaiteurs de l'humanité, afin que vos noms figurent à côté de ceux qui ont affronté la mort pour le plus grand bien de leurs semblables. Et maintenant, alors que l'illusion du danger se présente à vous, ou si vous préférez, alors que vous êtes confronté à une première épreuve d'envergure, vous reculez ? Et vous vous contentez de passer pour des hommes incapables de supporter le froid et l'adversité ? Pauvres hommes, vous êtes frileux et vous voulez rentrer vous réchauffer près d'un feu. Pourquoi vous êtes-vous préparé à cette expédition ? Vous n'aviez pas besoin de quitter vos maisons et d'exposer votre capitaine à la défaite et à la honte, uniquement pour prouver que vous étiez des lâches. Oh, soyez des hommes, même plus que des hommes, montrez-vous aussi fermes que le roc. Cette glace n'est pas faite de la même matière que vos cœurs.
Elle peut changer et ne pas résister devant votre détermination. Ne retournez pas dans votre famille avec sur le front les stigmates du déshonneur. Rentrez chez vous comme des héros qui ont lutté et qui ont triomphé, qui ne savent pas ce qu'est la fuite devant l'ennemi. Il avait parlé d'une voix si sereine, avec une intonation qui s'adaptait tellement bien aux sentiments exprimés dans son discours. Son regard reflétait si bien le courage et l'héroïsme que les marins, cela ne vous surprendra pas, en furent émus. Ils se dévisagèrent incapables de répondre. Je pris la parole. Je les priai de se retirer et de réfléchir à ce qui avait été dit. Je précisai que je ne les conduirais pas vers le nord si cela allait à l'encontre de leurs désirs. Mais j'espérais les voir méditer et sentir renaître leur courage. Ils partirent. Je me tournai vers mon compagnon. Il était retombé dans son apathie et semblait presque inanimé. J'ignore comment tout cela va se terminer, mais je sais que moi, je préférerais mourir, plutôt que de rentrer chez moi sans avoir mené ma tâche à bien. Je crains néanmoins que ce ne soit là mon sort. Mes hommes ne sont pas animés par des idées de gloire et d'honneur et ils ne pourront pas davantage supporter les épreuves qui se présentent à nous. Le 7 septembre. Les dés sont jetés. J'ai accepté de rebrousser chemin, à moins que les glaces ne nous détruisent avant. Voilà comment, par la couardise et l'indécision, mes espoirs s'envolent. Je rentre déçu, sans avoir appris ce que je cherchais. Je n'ai pas assez de sagesse pour me résigner calmement à cette injustice. Le 12 septembre. C'est fini. Je rentre en Angleterre. J'ai perdu mes espoirs d'être utile et illustre. J'ai perdu mon ami. Mais je vais essayer, ma chère sœur, de vous rapporter les événements dans le détail. Tant que je voguerai vers l'Angleterre et vers vous, je ne veux pas me laisser abattre. Le 9 septembre, la glace s'est mise à bouger. Nous avons entendu au loin comme des coups de tonnerre et des blocs de glace se briser, craquer de toutes parts. Nous courions un énorme danger, mais comme nous ne pouvions rien faire non plus, mon attention s'est portée sur mon hôte dont l'état de santé avait tellement empiré qu'il ne pouvait plus du tout quitter son lit. La glace se déchirait devant nous et nous dérivions rapidement vers le nord. Le vent soufflait de l'ouest, si bien que le 11e passage en direction du sud se trouva entièrement dégagé. Quand les marins s'en aperçurent, ils constatèrent que le retour vers leur pays natal était, selon toute apparence, assuré. Ils poussèrent de vibrants cris de joie et s'agitèrent durant de longs moments. Frankenstein, qui sommeillait, se réveilla et s'enquit de la cause de tout ce vacarme. « Ils crient, lui dis-je, parce qu'ils vont bientôt rentrer en Angleterre. »« Vous allez donc réellement rebrousser chemin ?»« Hélas, oui. Je ne peux pas m'opposer à leur requête, je ne peux pas les exposer davantage au danger. Il faut que je retourne. »« Faites-le, si vous le voulez, mais moi, je ne peux pas. Il vous est impossible d'abandonner votre projet. Il vous est possible d'abandonner votre projet, mais le mien m'a été imposé par le ciel. Je ne désobéirai pas. Je suis à bout de force, mais les esprits qui m'assistent me donneront sûrement encore un peu de vigueur. » Tout en prononçant ces mots, il essaya de sortir de son lit, mais cet effort lui coûta trop. Il retomba et s'évanouit. Il lui fallut beaucoup de temps avant de se remettre, et plus d'une fois je crus qu'il avait bel et bien expiré. À la fin, il ouvrit les yeux. Il respirait avec peine, était incapable de parler. Le médecin lui donna un calmant, ordonna qu'on ne le dérangeât point. Il me fit savoir par la suite que mon ami n'avait plus à n'en pas douter que quelques heures à vivre. Le diagnostic était prononcé. Je n'avais plus qu'à me morfondre et qu'à attendre. Je m'assis sur son lit et l'examinai. Ses yeux étaient clos et je crus qu'il dormait.
Mais soudain il m'appela d'une voix faible et me faisant signe d'approcher, il se mit à parler. Hélas, les forces m'abandonnent. Je sens que je vais bientôt mourir et lui, mon ennemi et mon persécuteur, va continuer de vivre. Ne croyez pas, Walton, que dans mes derniers moments, j'éprouve encore de la haine et nourrisse ce brûlant désir de me venger. Et je sens qu'il est juste que je souhaite la mort de mon adversaire. Durant ces derniers jours, j'ai fait mon examen de conscience. Je ne pense pas que je suis blâmable. Dans un accès d'enthousiasme fou, j'ai créé un être doué de raison et je devais lui assurer, pour autant que la chose était possible, le bien-être et le bonheur. C'était là mon devoir, mais j'en avais un autre, aussi, bien plus important, envers les créatures de mon espèce. Il dépendait de moi qu'elles soient heureuses ou misérables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de doter le monstre d'une compagne. J'ai bien fait, je crois. Dans le mal, il a témoigné d'une perversité et d'un égoïsme exceptionnel. Il a tué mes amis. Il a voué à la mort des êtres sensibles et heureux, et j'ignore jusqu'où peut mener cette soif de destruction. Oui, c'est une créature abominable. Il faut qu'elle meure pour que les autres vivent. Et c'est moi qui devais accomplir cette mission mortelle. Mais j'y ai failli. Poussé par des motifs égoïstes et cruels, je vous ai demandé de la remplir à ma place. Mais à présent, si je vous renouvelle ma demande, c'est seulement au nom de la raison et de la vertu. Mais je ne peux exiger de vous que vous renonciez pour autant à votre patrie, ni à vos amis. Puisque vous rentrez en Angleterre, vous n'aurez plus désormais beaucoup de chance de rencontrer le monstre. Mais je vous laisse apprécier mon point de vue et décider ce que vous estimez devoir faire. D'autant que ma lucidité est déjà perturbée par l'approche de la mort. Je n'ose pas vous presser d'agir car je suis peut-être encore sous le coup de la passion. Je supporte toutefois très mal l'idée qu'il vit toujours et qu'il pourrait être l'instrument de nombreux autres crimes. Il reste qu'en ce moment même, pour la première fois depuis des années, je suis heureux. Heureux parce que je vais mourir. Déjà, les silhouettes des êtres que j'ai aimés sont proches. Et j'ai hâte de leur tendre les bras. Adieu, Walton. Cherchez le bonheur dans le calme et évitez l'ambition. Même si ce n'est que celle, à première vue innocente, qui a trait à la science et aux découvertes. Mais pourquoi tenir ce discours ? J'ai pour ma part échoué dans mes travaux, mais un autre pourrait réussir. Sa voix faiblissait au fur et à mesure qu'il parlait. Finalement, épuisé par l'effort, il sombra dans le silence. Une demi-heure plus tard, il tenta de nouveau de m'adresser la parole, mais en vain. Il me serra doucement la main et ses yeux se fermèrent pour toujours, tandis qu'un tendre sourire se figeait sur ses lèvres. Margaret, en quels termes puis-je vous rapporter la fin prématurée de ce glorieux esprit? Et comment m'exprimer pour vous faire comprendre la profondeur de mon chagrin? Tout ce que je pourrais vous dire serait inadéquat, insuffisant. Je pleure. Je suis enveloppée par un nuage de désespoir. Mais je vogue vers l'Angleterre et peut-être vais-je y trouver une consolation. Je suis interrompue. Que signifie ce tapage? Il est minuit, le vent souffle convenablement et l'homme de quart sur le pont ne remue guère. Mais voilà un nouveau bruit. On dirait la voix d'un homme. Une voix très rauque. Cela provient de la cabine où repose le corps de Frankenstein.
Je dois me lever et aller voir. Bonne nuit, ma sœur. Grand Dieu, à quelle scène ai-je donc assisté? Je ne peux pas me la rappeler sans tressaillir. Je me demande même si je serais capable de vous la narrer dans le détail. Et pourtant, l'histoire que je vous ai racontée serait incomplète sans cette stupéfiante catastrophe finale. Je pénétrai donc dans la cabine où se trouvait la dépouille de mon ami. Sur elle était penchée une silhouette que mes mots sont impuissants à décrire. Elle avait une taille gigantesque, aux proportions difformes et inhabituelles. Telle qu'elle se tenait, elle avait le visage caché par de longues mèches de cheveux. Elle tendait une main énorme dont la couleur et la texture évoquaient celle d'une momie. Quand elle entendit que je m'approchais, elle cessa ses plaintes horribles et douloureuses et fit un pas en direction de la fenêtre. Jamais je n'ai vu tant d'épouvante sur un visage d'une hideur aussi monstrueuse. Malgré moi, je fermai les yeux et je songeais à ce que j'avais promis de faire en présence de ce tueur. Je lui ordonnai de ne pas bouger. Il se figea, me considéra avec étonnement, regarda de nouveau la dépouille de son créateur et parut oublier que je me trouvais là. Sa posture, ses gestes, tout chez lui accusait la rage la plus sauvage et la passion la plus incontrôlable. « Voilà une autre de mes créatures !» s'écria-t-il. « Avec cette mort, mes crimes sont consommés et prend fin à la série de mes tourments. Oh, Frankenstein, créature généreuse et admirable, à quoi bon à présent te demander pardon? Je t'ai donc tué après avoir tué tous ceux que tu aimais. Hélas, il est déjà froid, il ne peut pas me répondre. » Il haletait. Ma première impulsion fut d'accomplir mon devoir et d'obéir à l'ultime requête de Frankenstein en supprimant son ennemi. Mais un mélange de curiosité et de compassion me retenait. Je m'approchai de l'incroyable créature sans oser de nouveau lever les yeux sur elle, tant sa laideur était inhumaine et repoussante. J'essayai de lui parler, mais aucun mot ne jaillit à mes lèvres. Le monstre continua à s'adresser des reproches douloureux et incohérents. À la fin, comme il se calmait un peu et que sa passion se relâchait, je réussis à lui parler. Votre repentir, dis-je, est désormais superflu. Si vous aviez écouté la voix de votre conscience, si vous aviez obéi à l'aiguillon du remords, si vous n'aviez pas poussé à l'extrême votre soif de vengeance diabolique, Frankenstein serait toujours en vie. « Mais vous rêvez ?» me répondit le monstre. « Vous croyez donc que je ne souffre pas et que je n'ai pas de remords ?»« Lui, poursuivit-il en désignant la dépouille, lui n'a pas éprouvé la 10 000e partie des souffrances que j'ai endurées alors que je perpétrais mes crimes. Jaillissais égoïstement et en même temps mon cœur était empoisonné par le remords. Croyez-vous que les râles de Clerval ont été une douce musique à mes oreilles? Mon cœur était fait pour susciter l'amour et la sympathie. Quand j'ai été forcée de me tourner vers le mal, de haïr le monde, il a dû supporter le changement au prix des tourments les plus inimaginables. Après l'assassinat de Clerval, je suis retournée en Suisse, l'âme meurtrie. J'avais pitié de Frankenstein et ma pitié me faisait horreur. Je me suis détestée. Mais quand j'ai appris que lui, l'auteur de mon existence et de ma détresse indicible, aspirait au bonheur, quand j'ai découvert que, tout en accumulant les peines et le désespoir sur moi, il cherchait la paix dans des sentiments et des émotions que je ne pouvais pas connaître, l'envie et une profonde indignation m'ont inspiré une terrible soif de vengeance. Je me suis souvenu de la menace que j'avais proférée et j'ai décidé de la mettre à exécution. Je savais que je me préparais ainsi une torture plus mortelle encore. Mais j'étais l'esclave et non le maître d'une impulsion que j'abominais, mais à laquelle je devais obéir.
Mais lorsque la jeune femme est morte... Non. Cette fois-là, je n'ai rien ressenti. J'avais chassé tout sentiment, évacué tout scrupule pour mieux jouir de mon désespoir. À ce point, je n'avais plus qu'à adapter mon caractère à la situation que j'avais choisie. Accomplir mes desseins démoniaques devint pour moi une passion insatiable. Et maintenant, elle est consommée. Et voilà ma dernière victime. Tout d'abord, je fus touchée par ses paroles, qui étaient l'expression de sa détresse. Puis, je me souvins que Frankenstein m'avait parlé de son éloquence et de son pouvoir de persuasion, et tandis que mon regard tombait de nouveau sur le corps de mon ami, mon indignation fut à son comble. « Misérable !» m'écriai-je. « Comment avez-vous l'audace de venir vous lamenter sur un désastre dont vous êtes l'auteur ? Vous jetez une torche enflammée sur un pâté de maison et lorsqu'elles ont brûlé, vous venez vous asseoir sur les ruines et vous en pleurez la disparition ? Hypocrite ! Si celui qui vous chagrine tant vivait encore, il serait toujours l'objet, la proie de votre immonde vengeance. Ce n'est pas de la pitié que vous ressentez. Vous vous lamentez uniquement parce que la victime de vos instincts perverses n'est plus sous votre emprise. Oh, ce n'est pas vrai, dit-il en m'interrompant. Bien que je comprenne que mes actes vous inspirent une telle impression, je ne vous demande pas de compatir à ma misère. Jamais chez personne je n'ai trouvé de la sympathie. Quand je la cherchais au début, c'était par amour de la vertu, parce que mon cœur débordait d'affection. Mais aujourd'hui, quel sentiment pourrais-je partager ? Tant que dureront mes souffrances, je souffrirai seule. À ma mort, l'horreur et l'opprobre survivront à ma mémoire. Autrefois, mon imagination tissait des rêves de vertu, de gloire et d'allégresse. Autrefois, j'espérais rencontrer des êtres qui, ne tenant pas compte de ma laideur, m'aimeraient pour toutes ces qualités qui m'animaient. Des pensées d'attachement et de dévotion me nourrissaient. Mais le crime m'a dégradé et m'a rabaissé au rang de l'animal le plus vil. Aucune faute, aucun mal, aucune perversité, aucune détresse n'est comparable à la mienne. Quand je parcours l'effrayant catalogue de mes forfaits, je ne peux pas croire que je suis cette même créature qui avait ces visions sublimes et transcendantes de beauté et de bonté. Mais il en va ainsi. Les anges déchus deviennent les démons du mal. Et pourtant, même les ennemis de Dieu et des hommes trouvent dans l'abjection des amis et des partenaires. Moi, je suis seule. Vous qui appelez Frankenstein votre ami, vous semblez connaître mes crimes et mes infortunes. Mais il y a une chose qu'il n'a pas pu vous dire. Les heures, les mois de misère que j'ai vécus, rongés par mes passions dévorantes. Et j'ai eu beau détruire les espérances de mon Créateur, je n'ai jamais pu satisfaire mes propres désirs. Ils sont toujours aussi ardents, aussi inassouvis. J'ai constamment cherché l'amour et l'amitié, mais pour être banni. Pourquoi cette injustice ? Suis-je donc le seul fautif alors que l'humanité entière a péché contre moi ? Pourquoi ne pas haïr Félix qui a refusé mon amitié et m'a fermé sa porte ? Pourquoi ne pas détester le paysan qui a voulu tuer celui qui avait sauvé son enfant ? Non, ce sont tous des êtres vertueux et immaculés. Et moi, je suis méprisable et abandonnée. Je ne suis qu'un avorton qu'on méprise, qu'on refoule et qu'on bafoue. En me rappelant ces injustices, le sang me bout encore dans les veines. Oui, c'est vrai, je suis misérable. J'ai tué des êtres adorables et sans défense. J'ai étranglé un innocent dans son sommeil. J'ai assassiné une créature qui n'avait jamais rien fait de mal, ni à moi, ni à personne. Oui, j'ai voué à la misère mon Créateur,
Un homme exceptionnel qui aurait dû inspirer le respect et l'admiration de ses semblables. Je l'ai poursuivi jusqu'à ce qu'il devienne cette lamentable dépouille. Il est là dans le froid de la mort. Vous me haïssez, mais votre dégoût ne peut pas égaler celui que je ressens pour moi-même. Lorsque je regarde ces mains qui ont fait le mal, je pense au cœur qui les a conçues et j'attends le moment où elles se poseront sur mes yeux, où je n'aurai plus honte de mes actes. N'ayez pas peur. Je ne serai plus l'instrument d'autres forfaits. Ma tâche est désormais accomplie. Ni votre mort, ni celle d'aucun autre homme n'est à présent nécessaire pour que s'achève mon destin. Ma vie seule suffit. Soyez assurés que je vais très bientôt effectuer ce sacrifice. Je quitterai votre vaisseau sur le radeau de glace qui m'a conduit et je gagnerai l'extrémité la plus septentrionale du globe. Là, je réunirai tout ce qui peut brûler pour édifier mon bûcher funéraire et réduire en cendres ma misérable carcasse. Ainsi, mes restes ne pourront jamais éveiller la curiosité dans le cerveau d'un homme qui voudrait créer un être semblable à moi. Je vais mourir. Je ne connaîtrai plus jamais les tourments qui m'ont rongé, ni ces rêves impossibles. Celui qui m'a appelé à la vie est mort, et quand moi-même je ne serai plus, notre souvenir à tous les deux s'évanouira pour toujours. Je ne contemplerai plus le soleil, ni les étoiles. Je ne sentirai plus le vent sur mon visage. Lumière, sentiments, sensations, tout sera éteint. C'est à ce prix que je trouverai le bonheur. Il y a des années, quand pour la première fois les images du monde se sont présentées à moi, quand j'ai senti la réconfortante chaleur de l'été, quand j'ai perçu le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, tout m'était cher et je n'aurais pas voulu mourir. À présent, la mort est mon unique consolation, envenimée par mes crimes, tiraillée par le remords le plus amer. Où pourrais-je trouver le repos si ce n'est dans la mort? Adieu, je vous quitte. Vous êtes le dernier être humain que j'aurais vu. Adieu Frankenstein. Si tu vivais toujours, si tu nourrissais toujours contre moi ta soif de vengeance, c'est en me laissant vivre qu'elle aurait été la mieux assouvie. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Tu voulais me détruire pour que je ne cause pas davantage de désastres. Et pourtant, si d'une manière qui m'est inconnue, tu n'as pas cessé de penser et de sentir, sache que tu n'aurais pas trouvé une meilleure vengeance que celle que je subis en ce moment. Oui, tu as souffert. Mais pas autant que moi. Car l'aiguillon du remords ne cessera d'exciter mes plaies que lorsque la mort les aura fermées pour toujours. Mais bientôt, bientôt, s'écria le monstre avec une ardeur triste et solennelle, je vais mourir. Et tout ce que j'éprouve pour l'heure disparaîtra. Bientôt, cette détresse qui me consume prendra fin. Je vais monter triomphalement sur mon bûcher funéraire et j'exulterai dans la torture des flammes dévorantes. Puis, leur éclat s'éteindra et mes cendres seront balayées par le vent jusqu'à la mer. Mon esprit dormira en paix, ou, s'il peut penser encore, il pensera sûrement à autre chose. Adieu. Après avoir prononcé ces mots, il bondit par la fenêtre de la cabine, sauta sur le radeau de glace qui flottait près du navire. Il fut bientôt emporté par les vagues et disparut
dans les ténèbres lointaines.